Docteur Nerveux, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour à ce que vous êtes en train de faire avec Monsieur Wéry. C'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir donner des informations aux patientes. Moi ici, je vous parle de cette dame. C'est une dame âgée de 44 ans qui a 3 enfants, qui a développé de l'endométriose et de l'adénomiose qui lui ont vraiment causé de fortes douleurs pendant toute sa vie au niveau de ses règles et également au niveau de son intimité, et qui maintenant décide une décision radicale, c'est-à-dire une hystérectomie. Donc cette hystérectomie, vu son jeune âge, bien évidemment, va être un geste opératoire. On va simplement retirer que l'utérus et les trompes. On va lui laisser ses ovaires puisqu'elle a encore tout un avenir hormonal devant elle. La voie laparoscopique, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on gonfle le ventre pour pouvoir travailler sous une forme de tente. Donc ça veut dire qu'on met une aiguille à l'intérieur du ventre avec différents tests de sécurité, et puis on va le remplir de CO2, comme vous pouvez le voir pour le moment. Ensuite, on va, je veux bien une passe anatomique s'il te plaît. Une fois qu'on est arrivé à une pression suffisante, on va agrandir l'orifice par lequel on va pouvoir introduire après la caméra. Merci. Je fais... Ah oui, j'ai pas mon cas. Voilà. Et immédiatement, nous allons introduire la caméra pour pouvoir être dans la cavité abdominale. Voilà, on va nettoyer la caméra pour avoir une meilleure visibilité. Donc voilà, donc quand vous voyez une patiente avec ce genre de problème, vous faites bien évidemment différentes investigations, et vous avez pu voir dans les diapositives qu'on lui avait proposé une résonance magnétique qui avait mis en évidence cette adénomiose. Maintenant, une fois que vous envisagez la chirurgie en accord avec la patiente, c'est toujours un peu une découverte de voir s'il n'y a pas d'autres lésions associées. Donc voilà, à ce stade-ci, la patiente est à plat. Nous, au niveau gynécologique, pour pouvoir avoir une belle vision, il faut demander à l'anesthésiste de la positionner la tête en bas, et vous allez voir l'effet que ça va provoquer. Un tout petit peu abaisser la table aussi, s'il vous plaît. Donc voilà, je tiens à remercier le professeur Cole et également tous les membres organisateurs du festival pour donner cette opportunité de pouvoir montrer au grand public en quoi consiste cette chirurgie. Alors, tu peux également abaisse ta main, s'il te plaît. Et merci à vous de nous accueillir dans votre bloc, parce qu'on prend quand même un peu de place à vos côtés. Oui, mais ça va. Et je tiens également à remercier toute l'équipe infirmière, l'équipe des anesthésistes, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de notre carrière, parce qu'elles font partie intégrante de notre vie professionnelle, et sans elles, rien ne serait faisable. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que ce n'est pas une langue de bois, je le pense sincèrement. Donc une fois que vous avez une visibilité à l'intérieur du ventre, vous devez devoir introduire des substituts de vos mains pour pouvoir travailler. Et donc ça passe par l'introduction de ce qu'on appelle des trocars. Voilà. Donc en fait, ce sont des tubes creux qu'on introduit au travers de la paroi sous contrôle visuel. Et ça va vous permettre en fait de pouvoir y introduire des instruments et pouvoir opérer. Voilà, en fonction des disciplines, on les positionne à certains endroits. Et également, on donne la possibilité à nos assistants, notamment ici le docteur Cornu, de pouvoir également utiliser un instrument pour m'aider. Oui, parfait. Je tiens à remercier Madame Essoupki, Cécile
et Joël et le docteur Gaëtan Hick, qui m'assiste aujourd'hui. On voit que pour vous, l'équipe est importante. Pardon? On voit L'équipe que est pour très vous, travailler en importante. équipe Bien est... sûr. Ah, bien sûr, oui, oui. L'équipe est importante. L'équipe, d'abord, quand j'étais jeune, m'a appris mon métier, d'une certaine manière, parce qu'elles ont l'habitude de la chirurgie. Oui, oui, c'est une grande famille professionnelle, et quand on a besoin de quelque chose, elles sont toujours fidèles au poste. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai demandé un petit peu certaines choses pour cette chirurgie, et voilà, tout le monde s'y est vraiment attelé, et ça fait, voilà. Non, non, tout Je à fait. pense même que vous L'équipe avez travaillé était... avec ma maman. Oui, tout à fait. Françoise, Exact. c'est ça, hein? Oui. Oui, oui, c'est Vous bien lui ça. remettrez, vous lui remettrez bien mon bonjour, d'ailleurs. Je n'y manquerai pas. Bah, à Oui. mon avis, elle vous regarde. Ah bon, bonjour Françoise. Donc voilà, vous voyez ici, on est en Trendelenburg, donc c'est la tête qui est en bas. Ça veut dire qu'on se met dans une situation pour pouvoir bien opérer et voir tous nos paramètres anatomiques. Donc ceci, c'est l'utérus. Ici, on va regarder un peu plus bas. En fait, ce que vous voyez en blanc nacré, c'est l'ovaire. La trompe, la voici. On a la même chose de l'autre côté. Donc cette patiente n'a jamais été opérée à cet endroit-là. Et puis vous pouvez voir ici l'axe artériel. Et ce que vous voyez ici, vous voyez, bouger, répéter, c'est l'urtère. Donc c'est le conduit qui transporte l'urine du rein vers la vessie. Donc majeur, il y en a un d'un côté, un de l'autre. Ceci, c'est le sigmoïde, donc le système digestif. Et comme on a mis la patiente la tête en bas, vous voyez que tout le système digestif est allé se mettre à distance. Voici le foie. L'estomac a bien été vidé en préopératoire et on va pouvoir commencer. Alors, j'ai Madame Cornu qui m'aide, enfin mademoiselle, qui m'aide ici à la laparoscopie, et en dessous, j'ai Anne-Sophie qui, elle, va m'aider pour manipuler l'utérus. Donc, en fait, on a installé un instrument à l'intérieur de l'utérus qui, au cours de la chirurgie, va me permettre de voir mes plans anatomiques au mieux possible pour pouvoir commencer ma chirurgie. Je vais prendre la ligachot, s'il te plaît. Et là, je vais mettre au milieu, du coup. Donc, pour pouvoir opérer, en fait, il nous faut des instruments qui vont nous permettre non seulement de couper, mais également de coaguler, puisque la dame est bien vivante et a des vaisseaux. Donc, vous voyez qu'à gauche, j'ai un instrument qui est un peu moderne, qui permet de prendre le tissu, de le coaguler, et puis j'ai un dispositif qui va me permettre de couper. Et donc ici, je commence progressivement à décrocher l'utérus de ses amarrages. Donc elle a un amarrage ligamentaire. Vous voyez qu'Emma vient chercher un des moignons pour pouvoir me présenter le reste de la structure. Et puis progressivement, vous allez... Le câble ne fonctionne pas, le câble de bipolaire ne fonctionne pas. Joël, le câble de bipolaire ne fonctionne pas. Voilà. Non. Je vais vous le rendre. Et il faudra peut-être... J'avais demandé une deuxième botella. On l'a? Voilà. Donc ça, vous voyez que ça arrive partout. Bien poussé, tu vois. Et donc, en fait, quand vous regardez, donc voici l'utérus et voici ici la vessie. Donc, le principe, ça va être de soulever après la vessie, d'aller la décoller pour pouvoir atteindre le col de l'utérus, qui est la fin de l'utérus et qui est la limite entre le vagin et l'utérus. Faire la même chose en dessous. Tu peux lâcher, s'il te plaît.
tu peux soulever l'utérus, donc abaisser ta main, voilà, J'ai une parfait. petite question pour vous qui va être un peu particulière, mais hystérectomie, ça vient de l'hystérie? Alors, hystérectomie, ça vient de hyste, effectivement. Hyste, je pense que c'est une origine féminin. Et donc, oui, probablement que quand on disait que les femmes étaient hystériques, c'est probablement parce qu'elles avaient des crises utérines. Mais oui, je pense que hyste, ça vient effectivement d'un nom féminin. Donc, les ovaires, nous allons les laisser. Donc, le temps qu'on réinstalle le matériel, je fais un peu d'explication. Quand vous avez de l'endométriose, donc ici, cette dame, elle a essentiellement de l'endométriose liée à son utérus, qu'on appelle de l'adénomiose utérine. C'est-à-dire que les lésions ne se trouvent pas en dehors de l'utérus, mais se trouvent à l'intérieur de l'utérus. Quand l'endométriose, quand on emploie le terme d'endométriose, c'est quand les lésions anormales se situent en dehors de l'utérus. Et une des zones de prédilection, c'est cet endroit-là. C'est-à-dire, abaisse bien ta main, ouais. C'est-à-dire, ceci, ce sont deux ligaments qui soutiennent également l'utérus, comme vous pouvez le voir. C'est ce qu'on appelle des ligaments utérosacrés. Quand vous avez des lésions d'endométriose, ça peut notamment se mettre à cet endroit-là, avec comme effet une réaction inflammatoire, et avec le temps et avec l'évolution de la lésion, le rectum, qui est ici bien libre et à distance, peut à un moment être également touché par la lésion et par la maladie et venir se mettre très très proche de cet endroit-là. Donc ce sont des patientes qui bien évidemment ont excessivement mal quand elles vont à selle, ce sont des patientes qui ont excessivement mal pendant les rapports, mais c'est également une chirurgie qui est très difficile puisque la limite anatomique entre le vagin et le rectum peut parfois être très très faible et donc un risque de perforation digestive éventuelle. Parfois la lésion entame complètement le rectum et on peut être amené à devoir faire des résections digestives. Donc ce n'est pas son cas, fort heureusement. Et on parle de plus en plus d'endométriose. Est-ce que c'est un terme à la mode ou est-ce que on s'y intéresse plus aujourd'hui en médecine? Alors, je pense que pendant des années, les douleurs de la femme en père menstruel ne fonctionnent toujours pas. On va pas. Alors c'est la pince, voyez. Alors, il faudrait peut-être donner une autre. Si vous voulez, je vous laisse vous concentrer. Je repose quelques Et la questions à mes pince. invités. Donne-moi un peu l'autre pince. Pardon. Donc là, pour répondre à votre question, il y a de plus en plus d'endométriose qui sont reconnues. Il y a différentes raisons. D'une part, je pense qu'on prend plus en considération la douleur chez la femme. On a développé progressivement des méthodes diagnostiques beaucoup plus donne-moi une Kelly alors, s'il te plaît. Et donc voilà. Et en même temps, effectivement, je trouve que même dans ma pratique au quotidien, je vois de plus en plus des patientes jeunes atteintes d'endométriose et notamment d'adénomiose. Donc l'adénomiose, c'est l'endométriose du muscle utérin, mais c'était habituellement en début de carrière attribué aux patientes qui avaient déjà eu des gestes utérins, des accouchements, des césariennes ou d'autres choses. Mais maintenant, on voit des jeunes filles qui n'ont jamais eu ce genre d'événement voir apparaître des lésions d'adénomiose. Donc, est-ce que c'est le côté alimentaire? Est-ce que les parabènes que nous avons eus pendant des années interviennent? Il y a une partie génétique et on est en train de faire différentes possibilités de diagnostic. Mais voilà, donc c'est vrai que ça fonctionne ou pas? C'est le générateur? D'accord. Docteur Nervaux, ce que je vais faire, c'est vous laisser avancer dans votre chirurgie, mais je reste dans votre salle et je me retourne auprès de mes invités parce qu'à un moment donné, je vais devoir les libérer pour qu'elles puissent un peu continuer. Et en plus, c'est un peu le sujet parce que c'est quoi doc, vu que ça vient d'Olivier Wéry, je pense que si je ne vous dérange pas, je papote un peu avec elle et je reviens vers vous. Avec grand plaisir, à tout à l'heure. Mais on reste par contre dans votre salle, hein, donc vous restez visible et en direct. Merci. Donc vous êtes doctorante formée à la didactique et à l'éducation thérapeutique. Comment ça va influencer votre manière dont vous allez construire les contenus? Alors en fait, ça a été une histoire un peu comique. C'est justement quand mon papa est venu présenter
le projet il y a 2 ans, Image et Santé, que je me suis rendu compte que c'était un peu chacun son rayon, si je puis dire, parce que la communication, c'était, mais alors là, absolument pas son créneau. Et donc, j'ai commencé à lui donner un petit coup de main, comme ça, de par ma formation, et que c'est quelque chose que j'apprécie. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre de plus en plus d'intérêt et de place dans le cadre de ce projet, notamment en lien avec ce qu'on est en train de regarder maintenant. Il y a 2 ans, Justine Gudel, j'avais fait une étude prospective sur une vidéo en éducation pour l'hystérectomie, et justement cette étude montrait que les patientes étaient plus enclines à accepter cette intervention, du moins d'y consentir de façon éclairée, et puis d'autre part elles étaient beaucoup moins stressées, etc. Et on sait qu'il y a tous des aspects tels que l'état d'esprit dans lequel elles arrivent, qui peuvent influencer le déroulement de cette intervention. Et donc, ça nous permet quand même de faire un petit parallèle avec la salle. Et puis, dans mon rôle de doctorante et dans ma formation, c'est vraiment complémentaire avec la leur. J'estime que, c'est de plus en plus fréquent en fait qu'on fait de l'interdisciplinarité et qu'on échange en fonction chacun de la casquette et de ses spécialités. Et ça permet d'avoir des étudiantes qui sont en apprentissage, parce que la grosse distinction aussi de ce projet par rapport à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou d'autres concepts qui sont émergents, c'est ici la formation des étudiants qui est super importante pour nous, parce qu'ils sont plus vraiment formés à cette communication avec leurs patients. Et puis, les médecins qui interviennent vraiment pour pouvoir valider tout le contenu médical. On a aussi beaucoup d'analyses de littérature, etc. Donc, on note toujours aussi à la fin des vidéos quelles sont les ressources qui ont servi à construire cette capsule, quelle a été aussi la dernière date de révision, parce que on sait que ça peut évoluer, les statistiques, les recommandations peuvent aussi évoluer, donc on est complètement transparent avec le patient. Et puis pour le retour à ma casquette, il y a vraiment l'aspect pédagogique, d'une part parce qu'il y a la formation des étudiants, mais aussi on considère les patients comme des apprenants, et donc on met à profit finalement toutes les techniques pédagogiques qu'on peut apprendre en sciences de l'éducation ou dans des formations liées à la didactique, pour pouvoir comment vraiment s'adresser à un patient et qu'il puisse comprendre l'information qui lui est transmise. Retour du coup à la notion de littératie. Et puis l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose dont on parle aussi, mais sans vraiment toujours savoir exactement ce que c'est. Et là, ça fait référence aussi à la base, c'est né pour les maladies chroniques, vraiment rendre le patient acteur, plus autonome, sans l'abandonner évidemment. Le but, c'est qu'il puisse savoir lui quelles sont les mauvaises actions qu'il peut entreprendre, comment être bien, prendre en charge sa santé. On sait aussi que par exemple avec des outils qui ont été développés par Monsieur Pétré pour l'immunothérapie, en fait ils se sont rendus compte que les patients parfois ils veulent bien faire mais ne font pas bien. Et donc le but, c'est de les accompagner dans cette envie de bien faire et de le faire réellement bien. Et donc, on passe aussi ici, justement, au travers des interventions médicales, vraiment, le point clé, c'est vraiment passer de tout ce savoir-faire qu'on peut avoir dans le milieu médical, surtout dans le bassin liégeois, vers savoir-faire, du savoir-faire au faire savoir, c'est mieux dans le bon sens, Anne-Sophie. Et donc, c'est vraiment là-dedans qu'on peut avoir un rôle. Et l'éducation thérapeutique, à la base, elle est axée sur les maladies chroniques, mais de plus en plus, on parle d'un concept qui peut être adaptable à tout type de pathologie. Et donc, si je comprends bien, à la fois, vous allez aider les patients et les proches dans leur parcours de soins pour avoir un plus grand éclairage sur les interventions, sur certaines pratiques médicales. Et à côté de ça, vous êtes aussi avec cet aspect formation, où vous allez intégrer ça aussi dans l'apprentissage de nos futurs médecins. Oui, peut-être que Lise peut nous partager sa petite expérience dans les capsules. Oui, donc moi, à titre personnel, j'ai pris un rôle d'étudiante dans le projet. Donc j'ai intégré le projet quand j'étais encore en Master 2. Je suis actuellement en Master 3. Donc mon rôle dans le projet, c'est vraiment de faire une recherche de notions scientifiques, donc de lire des articles, de choisir des informations, etc. Et à la fois, on a décidé de se baser sur des articles scientifiques, mais aussi sur des conseils que certains professionnels de la santé nous donnaient dans leur pratique personnelle et qu'ils ont acquis au fur et à mesure de leur carrière, finalement. Donc tout part de là. On finit par écrire un script qui, en général, est assez facilement écrit et puis qui prend beaucoup de temps à retravailler. Donc, on les retravaille personnellement avec certains mots qu'on trouve qui sont parfois difficiles de compréhension pour les autres personnes ou des tournures de phrases qui ne nous conviennent pas. Ce script est ensuite relu par des assistants, des médecins, des chefs de service, des maîtres de stage afin d'être travaillé le
plus dans le bon axe possible et d'arriver à un résultat qui convient et qui donne le meilleur aboutissement possible. Et comment est-ce que vous choisissez vos sujets? Alors, ce qui est très important, c'est que pour une idée de praticité, il faut que les podcasts restent courts. Donc, on vise en moyenne les 90 secondes. Donc, les sujets doivent être choisis assez précisément. Ce n'est pas possible en 90 secondes d'explorer un sujet trop large. Donc, il faut absolument réussir à cibler une question qui est assez précise. La première série de podcasts qui a été sortie pour le moment, c'est sur le HPV. Donc le HPV, c'est un virus qui se transmet par les voies sexuelles. Donc c'est une IST et qui va créer des lésions, donc aussi bien chez l'homme, chez la femme. Il est surtout connu pour les lésions du col, mais il donne aussi des lésions au niveau ORL, donc au niveau de la bouche, au niveau anal et à d'autres endroits. Et ces lésions, au fur et à mesure du temps, en plusieurs années, peuvent évoluer vers des cancers. Aujourd'hui, on a à notre disponibilité un vaccin pour ce virus. Et donc, la première approche des podcasts sur le HPV était vraiment dans l'idée de sensibiliser la population à cette vaccination qui apporte un taux de protection très important suite à l'apparition de lésions. En fait, aussi, pour compléter, ça, c'est venu d'un constat, du coup, de ce faible taux en Wallonie. Et puis alors, premièrement, on s'est rendu compte que les garçons, ils se sentent très rarement impliqués. Pour peu qu'ils se sentent transmetteurs, c'est déjà pas mal. Alors, ils ne se sentent, dans de très faibles cas, potentiellement porteurs ou bien subir des lésions issues du HPV. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations à faire. Et puis, sur le plan scolaire, la vaccination n'est pas toujours acceptée parce qu'on associe ça à l'entrée de l'enfant dans la vie sexuelle. Or, ce n'est pas le cas. Le but, c'est bien de s'y prendre à un moment où on est sûr et pratiquement certain que ça n'a pas encore été le cas, d'où le jeune âge auquel c'est proposé. Et puis, pour revenir aussi sur les thématiques, on a toute une série de capsules qui ont déjà été faites, mais qui n'ont pas encore été qui ne sont pas encore passées dans les petites mains de notre illustratrice qui est ici aussi dans la verrière. En fait, donc nous, on s'occupe de faire aussi les maquettes qui vont servir à l'illustratrice de mettre ça vraiment en forme de manière optimale. Et puis, le choix des thématiques. Donc, on a pour l'instant une grande base de données, mais qui n'a pas encore été transmise au public. Et ça, c'est sur base des choix volontaires des étudiants, parce qu'on sait aussi que si c'est une discipline dans laquelle ils ont beaucoup d'intérêt ou une pathologie qui suscite vraiment plus d'intérêt qu'autre chose, ils sont aussi beaucoup plus motivés à produire un contenu qualité. Donc, il n'y a pas d'obligation imposée. Et puis, pour revenir sur le cancer, justement, ça fait l'objet d'une étude beaucoup plus importante à partir de l'année prochaine. Les prochaines capsules qui vont sortir concerne majoritairement le dépistage et la prévention sur le cancer du côlon et du sein, qui sont des cancers qui affectent énormément de personnes. Et donc, sur base de ces études qu'on commencera au mois de septembre, on pourra déterminer réellement quelle est la plus-value de ces capsules dans le parcours de soins du patient. Et donc, tout ce contenu, il ne se fait pas en un jour. On est occupé à terminer l'élaboration de ces vidéos pour que tout soit prêt et commencer cette étude en septembre. Et l'objectif aussi de faire des études comme celle-là, c'est d'avoir un processus qui est vraiment itératif, de tenir compte chaque fois de la plus-value que ça peut avoir dans une pathologie ou une autre et d'adapter le contenu, le format visuel. Ici, on est basé sur des avatars. On retourne en salle. Je vais vous couper parce qu'on retourne en salle. Docteur Nerva, on est de nouveau avec vous. Oui, voilà, désolée de vous interrompre. Non, vous faites bien. Donc, c'est simplement pour vous montrer, on va remontrer l'autre côté, si tu veux bien, Sophie. Voilà, donc ici, on a décroché l'utérus de la partie latérale. Vous voyez qu'on a laissé l'ovaire en place, qui va lui continuer son rôle hormonal. De l'autre côté, on a commencé à décrocher donc, la partie ligamentaire qui suspendait l'utérus. Et pour vous montrer comment on opère, ici, en fait, voici la trompe. Alors, pourquoi est-ce qu'on enlève la trompe? Parce qu'en fait, d'une part, elle ne va plus être utile, mais qu'en même temps, il y a différentes études qui ont tenté de démontrer que les lésions cancéreuses ovariennes auraient un démarrage au niveau de la tache de la trompe, au niveau de l'ovaire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous le faisons maintenant. Et donc, voilà, on enlève progressivement la trompe. Donc, quand on explique aux patientes qu'on enlève l'utérus mais qu'on laisse les ovaires, voilà, maintenant elles peuvent visualiser de quoi il s'agit.
Tu peux lâcher, s'il te plaît. Voilà, donc la trompe sera prise avec l'utérus quand il sortira par voie vaginale. Vous voyez qu'ici, on a créé un petit orifice de manière à pouvoir, de manière sécure, pouvoir couper la connexion entre l'utérus et l'ovaire. Et la manière sécure, pourquoi? Parce que je vous ai montré tout à l'heure l'urtère qui est ici, qu'on voit bouger à cet endroit-là. Il faut savoir que l'urtère est très proche de cette zone-ci, et donc le fait de faire cette petite ouverture fait qu'on va pouvoir aller sectionner ce qu'on appelle le ligament utéro-ovarien, donc entre l'ovaire, tu sais attraper l'ovaire, s'il te plaît, entre l'ovaire et l'utérus, et donc on va aller sectionner ce ligament. Alors, la question souvent que les patientes se posent, c'est où vont aller mes ovules quand je n'aurai plus de trompe? Les ovules, c'est quelque chose de très, 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 très microscopique. Donc, c'est vrai qu'ils ont tendance à se diffuser dans la cavité, mais voilà, matériellement, c'est invisible. Par contre, les hormones vont diffuser dans la circulation périphérique. Et bien évidemment, il y a encore une connexion vasculaire. Et puis, il y a également un autre phénomène de diffusion hormonale qui ne passe pas par les vaisseaux. Donc, vous voyez, cet ovaire va continuer à être alimenté par cette structure vasculaire et la patiente va continuer à avoir son apport hormonal comme elle l'avait d'habitude. La seule chose, c'est qu'elle n'aura plus l'expression utérine, donc elle ne sera plus réglée, elle n'aura plus possibilité d'avoir d'enfants, elle ne sera plus réglée, mais si elle avait l'habitude d'avoir mal à la tête avant les règles, ce sera le cas. Si elle a l'habitude d'être un peu plus stressée ou angoissée ou irritable avant les règles ou pendant les règles, ça sera toujours le cas. Donc, désolé messieurs, mais et voilà. Mais par contre, elle n'aura plus l'expression utérine. Et ça ne va certainement pas enlever son côté féminin, absolument pas. Ça ne va pas précipiter une ménopause, c'est souvent une question qu'on pose, ça ne va pas précipiter une ménopause, ça ne va pas la ralentir non plus. Donc parfois, vous avez des patientes, je vais prendre les ciseaux, s'il te plaît. Vous avez des patientes qui ont l'impression d'avoir été ménopausées plus tôt après une hystérectomie. Ça n'est pas le cas. Non, merci. Voilà, donc ici, on a libéré latéralement. Est-ce que je peux juste libérer mes invités parce que je dois accueillir quelqu'un d'autre sur mon plateau? Mais je reviens à vous tout de suite. Juste une petite dernière question. C'est quoi vos ambitions pour C'est quoi, Doc? Alors le but, c'est vraiment que ce soit mis à disposition des patients, juste une petite information de sensibilisation. Ce n'est pas du tout pour remplacer les consultations. Il faut toujours aller voir son médecin quand on a un souci ou quand on a des suspicions. Et puis d'autre part, c'est vraiment un outil qui peut lui servir, qui peut servir à la préparation. Le but, c'est d'avoir un temps de consultation qui est optimisé parce que le patient, il arrive mieux préparé à sa consultation s'il a eu du contenu évidemment non anxiogène en amont. Et puis, c'est de pouvoir diffuser ce contenu dans les salles d'attente, dans les hôpitaux, sur les réseaux, notamment aussi sur le site infosanté.be et au travers du réseau Santé Wallon quand on a vraiment des pathologies plus précises ou des informations qui doivent être destinées à un public plus restreint et donc à tout qui veut, et puis aussi d'avoir un maximum d'étudiants qui souhaitent y contribuer et enrichir leur formation par ce biais-là. Mais merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Donc merci Anne-Sophie Wéry, merci Lise Baupin. Et donc je vais vous laisser retourner à vos occupations parce que moi je vais bientôt accueillir David Servet que j'ai fait un peu patienter et je retourne en attendant aux côtés du docteur Nervaux. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais il fallait que je fasse un switch. Oui, non, c'est très très important ce qu'elles ont. Tu peux lâcher. C'est très très important ce qu'elles ont mis en place. Effectivement, ça nous aide beaucoup, ça aide beaucoup les patientes, et donc c'était important qu'elles puissent exprimer. Donc voilà, ici, nous sommes à l'étape où on essaye de dégager la vessie qui est ici de son anatomie, de sa promiscuité avec l'utérus. Donc, c'est une étape parfois un peu délicate, notamment chez des patientes qui ont eu des antécédents de césarienne. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, quand on fait une césarienne, on ouvre le vagin, on ouvre l'utérus plus ou moins à cet endroit-là.
Hein, l'utérus est beaucoup plus gros, mais on ouvre l'utérus à cet endroit-là. Quand on referme, on a vraiment une promiscuité avec la vessie. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on opère, on peut avoir ce qu'on appelle des adhérences. Donc, c'est des zones parfois qui sont un peu délicates chez des patientes qui ont des antécédents. Vous voyez ici, ça saigne un peu. On va aller coaguler. Pousse bien l'utérus. Voilà. Alors, l'instrument que nous utilisons pour le moment, qui nous permet de visualiser les différents espaces, c'est un instrument que j'ai ramené de France, qui est un manipulateur. Et vous voyez, tu peux remuer la valve, s'il te plaît. Donc voilà, donc en fait, Anne-Sophie, elle a un instrument qui, d'une part, a une tige qui va dans l'utérus, qui me permet de mobiliser l'utérus. Elle a également une valve qui est glissée, donc c'est un axe concentrique de 3 instruments. Il y a une valve qui est glissée qui va me permettre de montrer la différence entre le vagin que voici et la vessie qui est là-bas, qui est tenue par Emma. Et donc, je vais entre ces 2 structures-là pour pouvoir après progressivement isoler les pédicules vasculaires de l'utérus. Voilà. Qui sont en fait ici. Tu peux lâcher, Emma. Tu peux prendre ceci, oui. Voilà. Et donc, voilà. Donc en fait, maintenant, on Docteur va... Nervo, on est attendu chez le docteur Nizet, donc je jongle entre plusieurs salles, je reviens à vous juste après. Oui, beaucoup. Je vous en prie. Oui. Est-ce qu'on peut filmer sur Aïda, s'il vous plaît? Docteur Nervo, notre retour chez vous. Donc rebonjour. Donc voilà, on a coupé les accès vasculaires à l'utérus de part et d'autre. Et donc vous pouvez voir sa couleur qui devient un tout petit peu bleuette et puis blanchâtre à certains endroits. Et là maintenant, on va terminer l'hystérectomie en ouvrant. Vous pouvez appuyer en bas à gauche, voilà. Et en ouvrant le vagin, vous allez voir que Anne-Sophie va nous aider. Anne-Sophie va nous aider puisqu'elle a la cannulation intravaginale. Et donc, je vais ouvrir sur cette fameuse valve que vous avez vue tout à l'heure. Voilà. Bipolaire, je veux bien. Voilà. Donc, les petits vaisseaux... Non, bouge pas maintenant. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, je suis sur une valve qui se trouve dans le vagin. Donc, ça veut dire qu'on est bien au bon endroit. Et je vais progressivement poursuivre cette ouverture. C'est une dame jeune, donc c'est vrai que le vagin est bien perfusé. Donc, il est important de ne pas laisser saigner de trop, mais il est important également de ne pas trop coaguler à ce stade-ci, au risque d'avoir une mauvaise cicatrisation après du fond vaginal. Donc, on poursuit l'ouverture du vagin sur cette valve. Voilà, très bien. Lève bien l'utérus. Ouais. Encore, à fond. Voilà. Lève encore bien l'utérus. Voilà. Donc, en fait, on a préparé tous ces espaces-là depuis le début de l'opération pour pouvoir être dans une situation plus ou moins correcte. C'était également un geste important pour la patiente qui souhaitait également ce retrait d'utérus avec une certaine symbolique. Donc, vous voyez, voilà les vaisseaux. Donc, c'est toujours important d'avoir à sa portée les différents instruments pour pouvoir agir immédiatement en cas de saignement. Et est-ce qu'il y a des risques de grosse hémorragie? Il y a toujours des risques, malheureusement, de grosse hémorragie pour différentes raisons. D'une part, parce que parfois, vous avez des gros utérus avec des voluminomyomes qui ont été, pendant toute leur vie, bien vascularisés. Donc, c'est toujours un risque. On peut parfois avoir des hystérectomies qui sont un peu plus compliquées parce qu'il y a les lésions d'endométriose ou bien les fibromes sont très proches des axes vasculaires plus importants, comme les vaisseaux iliaques. Ouais, tourne bien encore, voilà. Vous voyez? Et donc, oui, il y a toujours des risques hémorragiques. Donc, il est
très important d'expliquer aux patientes que le risque zéro n'existe pas. Que, encore une fois, pour refaire référence à l'équipe, ben, on est à l'université, on a une équipe de chirurgiens dans différentes disciplines, et donc c'est important de pouvoir collaborer, de pouvoir demander l'aide de chacun de ses collègues. Donc oui, le risque nul n'existe pas. Alors voilà un peu l'anatomie. Donc ici, c'est le vagin de la patiente. Ici, c'est la fin de l'utérus, donc c'est le col de l'utérus. Et alors, on continue notre trajet d'ouverture vaginale progressivement avec aussi un courant électrique. Voilà, toujours Est-ce que ça peut avoir une visuel. influence sur ces rapports sexuels, ce type d'intervention? Alors là maintenant, l'étape suivante, après la suture du vagin, ce sera bien évidemment de respecter un repos et les consignes que la patiente a reçues en préopératoire. Voilà, oui. Alors ce que tu vas faire, ça veut dire que entre le vagin et la cavité abdominale avant l'hystérectomie, je vais changer de nom. Avant l'hystérectomie, vous aviez cette masse musculaire qu'était l'utérus. Maintenant, vous n'allez plus avoir qu'une zone muqueuse, donc le vagin, qui va être suturé. Et donc, pour avoir une bonne cicatrisation, il faut que la patiente respecte du repos. Si elle ne le respecte pas, c'est-à-dire porter des choses lourdes, faire des efforts de tout genre, notamment monter les escaliers ou faire du sport de manière prématurée, cette cicatrice ne va pas cicatriser correctement. Ça, c'est pour le mieux. Pour le pire, cette cicatrice risque de s'ouvrir en post-opératoire, et donc c'est une urgence chirurgicale, il faudra la réopérer. Alors soit elle vient tout de suite et on réopère immédiatement, soit parfois les choses prennent un peu plus de temps et la patiente risque de développer une péritonite, ce qui est bien évidemment également une urgence chirurgicale. Donc voilà, vous voyez, ceci c'est vraiment, j'essaye de coaguler un minimum pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire pour pouvoir au moment de la suture ne pas avoir un fond vaginal qui a été trop coagulé, auquel cas, ce qu'il faut savoir de la coagulation, c'est que le courant qu'on utilise, il fait des dommages thermiques latéraux, et donc voilà, il faut essayer d'éviter un maximum de générer de la nécrose inutile. On va quand même aller lui remettre un petit coup, celui-là. Oriente un peu l'utérus vers moi, s'il vous plaît. Oui, merci. Voilà. Donc, important d'informer la patiente du geste opératoire, important d'expliquer à la patiente la nécessité de sa convalescence. Le fait que la chirurgie se fasse par laparoscopie, elle n'est pas invalidée par des cicatrices abdominales qui d'emblée l'obligeraient à se reposer. Et donc, généralement, les patientes se sentent très, très bien après, et donc et la cicatrice du fond vaginal est totalement indolore. Donc, plusieurs raisons pour que ce repos ne soit pas respecté, et donc plusieurs raisons pour qu'il y ait des lâchages de sutures. Et évidemment, pas de rapport intime, le temps de la cicatrisation. Lève un peu l'utérus, s'il te plaît. Pas de rapport intime, le temps de la cicatrisation. Elle a un beau vagin bien vascularisé, cette madame. Et puis, visite post-opératoire. Et en fonction de la visite post-opératoire, vous donnez effectivement votre feu vert, ou bien vous demandez de continuer et de continuer à respecter les consignes d'usage en post-op. Oriente bien l'utérus vers moi pour que j'ai un accès. Voilà, parfait. Merci. Voilà. Je tiens à signaler que pour Anne-Sophie, qui est au vagin, c'est la première fois qu'elle utilise cet instrument, donc je tiens à la féliciter, c'est pas évident. Céline, c'est la première fois qu'elle m'instrumente, donc je tiens
à la féliciter. Emma, je la félicite de me supporter depuis autant que moi. Voilà. Donc on va terminer et puis vous allez voir que l'utérus va sortir par voie vaginale. Et puis on pourra alors suturer. Ça ne change pas pour terminer la réponse à votre question. Ça ne change absolument pas la libido de la patiente, ça ne change pas les sensations intimes de la patiente. Il faut juste le temps de la cicatrisation. Sinon, si je tombe sur mon pédale, je ne veux pas aller. Voilà, tu peux tourner ta valve, s'il te plaît. Non, non, top. Tu vois, en fait, quand tu fais ça, c'est pas grave, mais quand tu fais ça, après, tu risques de ne pas être dans le bon plan, tu vois. Donc, en fait, tu dois tout petit peu. Voilà, tu peux passer par là. On va aller là-bas, regarde. Hop. On va revenir ici, tu vois. Bien, là. Et puis, on va terminer le geste là. Et en faisant une hystérectomie, est-ce que ça veut dire que la patiente ne souffrira plus d'endométriose? Alors, le fait d'enlever l'utérus n'est pas un gain d'absence d'endométriose. D'abord, parce qu'il y a encore les ovaires. Et donc voilà, si lésion cachée d'endométriose s'il y avait, qui serait méconnue, le fait d'enlever l'utérus sans les ovaires n'est pas un gain de guérison. Si elle n'a pas d'endométriose et que tu peux orienter l'utérus vers moi, s'il te plaît, vers moi, voilà. Voilà, donc voilà, c'est terminé. Et donc voilà, mais si elle n'avait pas d'endométriose et qu'on lui laisse ses ovaires, elle ne va plus développer d'endométriose. Ça c'est plus ou moins certain. Alors, vous voyez que maintenant l'utérus n'est plus accroché, donc on va gentiment le glisser par voie vaginale. Voilà, on va peut-être enlever l'excès de gaz pour que vous puissiez le voir. Prends une compresse pour mettre sur le vagin parce que sinon tu vas avoir plein de sang. Voilà, et retire gentiment l'utérus. Voilà, l'utérus s'en va. Adieu misère. Et en fait, le voilà. Parfait. Ok, très bien. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? À suturer Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre... donc comme le vagin est ouvert et qu'on a du gaz dans le ventre, on va mettre un petit système... tu peux donner le gant. Donc c'est un petit système d'une compresse qui se trouve dans un gant qui va créer un bouchon qu'on va mettre en intravaginal et puis on va suturer le vagin. Et l'intervention sera terminée. Docteur Nervaux, si vous me permettez, je vais accueillir mon invité. Sûr, je vous en prie. Et donc, je suis en présence du professeur Guissen, chef de service des urgences. Et donc, on va parler de deux sujets ensemble, à la fois les urgences, mais avant tout, moi, j'aimerais commencer par l'autre sujet, parce que je trouve que l'autre sujet est assez amusant, c'est le centre Smile. Ouais. Qu'est-ce que c'est concrètement? Le centre Smile, c'est un centre de formation en simulation, en fait. Donc, l'objectif du centre, c'est d'assurer la formation du personnel des soins de santé en utilisant un moyen pédagogique particulier qui est la simulation médicale. Donc je regarde les images en même temps que vous et je me dis qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? En fait,
cette situation-là, je pourrais la reproduire. C'est-à-dire que je pourrais utiliser un mannequin, les mêmes instruments, et le chirurgien qui est en train d'opérer pourrait s'entraîner à faire l'intervention qu'il est en train de faire. Donc, en médecine, pendant des années, on a eu des études théoriques, et puis on apprenait les premiers gestes, on apprenait les premières paroles à faire l'anamnèse avec un patient. Alors c'est loin d'être l'idéal parce que les patients ne sont pas des cobayes d'une part, et d'autre part, ça mettait énormément de pression. Donc on a développé, enfin c'est pas moi qui ai développé au départ, c'est les Américains essentiellement, des moyens d'apprendre qui sont basés sur une pédagogie qui utilise des moyens de simulation. Et l'objectif de ça, c'est de faire qu'aucun soignant ne fasse jamais quelque chose la première fois sur un malade, sur un patient, qui soit d'abord qu'il puisse passer des cours théoriques à la partie pratique en s'entraînant sur différents modèles. Ça peut être un acteur qui joue le rôle d'un patient, ça peut être des moyens numériques exceptionnels à l'heure actuelle. Avec l'intelligence artificielle, on a de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Ça peut être toute une série d'autres choses. Donc c'est un petit peu ça, ce que je fais de mon temps perdu. Mais est-ce qu'on peut comparer ça au monde aéronautique alors? Parce que les pilotes, ils s'entraînent dans des simulateurs. Tout à fait, Jean-Pierre. Vous avez raison. Jean-Pierre, moi c'est Florence. Tout à fait, Florence. Non seulement on peut le comparer, mais en fait, ces techniques qui sont utilisées viennent vraiment en réalité de l'aviation, et plus particulièrement de l'entraînement des pilotes dans les suites de la Première Guerre mondiale. Perdre des pilotes était embêtant, mais perdre le matériel l'était aussi. Et donc, l'aviation, les militaires au départ ont énormément travaillé sur l'amélioration de la sécurité en aviation, et essentiellement la sécurité dans le cockpit. Ils ont développé ce qu'on appelait les Cockpit Resource Management. Donc c'était la gestion de l'équipe dans les cockpits. Et puis l'aviation civile s'est intéressée à ça, et on se rappelle tous, ou peut-être pas pour les gens qui n'ont pas mon âge, mais des incidents qui pouvaient survenir dans les années même encore 80, 90. Et on s'est rendu compte qu'en fait les meilleurs moyens d'entraîner les pilotes, c'était d'utiliser des simulateurs. D'abord parce que ça permet d'éviter qu'on crache des avions, ils coûtent assez cher. Mais ça permet aussi d'entraîner des pilotes à des situations qu'ils ne vont peut-être jamais rencontrer dans leur vie. Ils n'ont pas l'occasion de s'y entraîner parce que jusqu'avant ça, ils ne vont jamais le voir. Il y a de très belles interviews de Sully qui tournent sur l'Internet, où il explique bien qu'en fait, tous les éléments qui l'ont amené à prendre la décision de poser son avion sur l'Hudson, c'est des éléments auxquels il était entraîné. Il n'avait jamais été entraîné à poser un avion sur l'Hudson. Mais par contre, tous les éléments de gestion de la crise, c'était cet entraînement-là. Et donc les patients valent autant qu'un avion, ils valent même beaucoup plus, je veux dire. Et donc ils méritent aussi que les personnes qui vont s'en occuper en termes de soins soient entraînées avec ces techniques particulières. Alors après, il y a eu toute une série de formations par rapport à la pédagogie, par la simulation. Donc comment en fait tirer les enseignements d'expérience ou de scénario. Finalement, c'est un peu la même chose que du cinéma, nous, ce qu'on fait. Un plateau de simulation pour des simulations vraiment complexes. Ça ressemble en fait, il y a un script, il y a un scénario, il y a des acteurs. On a parfois même des contacts audio avec les acteurs. Donc il y a toute une mise en scène. Mais cette mise en scène, elle doit servir à quelque chose. Et elle doit servir à rencontrer en fait des objectifs d'apprentissage. Parce que tout ça coûte quand même assez cher. Mais par contre, on sait que ça marche, on sait que ça améliore considérablement la sécurité dans les soins. Et on sait aussi que pour la partie qui nous intéresse principalement dans les incidents, à savoir les facteurs humains, la communication, le leadership, la perception de la situation, c'est redoutablement efficace. Alors, je vais continuer à faire des liens dans l'aéronautique. Moi, j'aime encore bien comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça vous intéresse particulièrement? J'ai eu un papa qui a travaillé dans l'aéronautique. Et en fait, je me dis, voilà, un pilote, il est sous licence. C'est-à-dire qu'il remet sa licence en jeu tous les X mois. Ce qui n'est pas le cas d'un médecin. Et donc, globalement, on s'adresse aujourd'hui aussi bien aux étudiants en médecine et aux médecins avec le Centre Smile, ou ça ne s'adresse qu'aux étudiants en médecine qui font que finalement, on se concentre juste et uniquement sur le fait non, on ferme les étudiants et une fois qu'ils sont formés, ils ont leur diplôme et ils sont prêts à poursuivre leur aventure. Alors
exactement l'inverse. Dans le temps, ça a fonctionné exactement en sens inverse. On a d'abord fait des formations en simulation pour les médecins déjà formés, donc pour la formation continue. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on a instauré en fait la simulation. Donc les étudiants en médecine depuis le bac 2 vont avoir accès à la simulation. Et effectivement, il y a un rôle important pour la formation continue. Et ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Pour maintenir certaines normes d'agrément au niveau des hôpitaux, les médecins en fait doivent faire état d'un certain nombre de formations qu'ils suivent, notamment la réanimation de base, par exemple. Tous les médecins de l'hôpital doivent repasser une fois par an dans un simulateur où en fait ils remontrent leur aptitude à pouvoir assurer une réanimation de base. Et ça, c'est nécessaire pour que l'hôpital puisse avoir son agrément. Ça va plus loin dans d'autres pays. Aux États-Unis, par exemple, les anesthésistes qui suivent les formations en simulation ont une réduction de leur prime d'assurance. Alors dans un système où la médecine est essentiellement privée et où les primes d'assurance pour un anesthésiste sont colossales, ça montre l'importance en fait de la simulation en termes de réduction du risque en fait. Donc oui, bien sûr que oui, on fait également de la formation continue pour la chirurgie. Enfin, en fait, l'ensemble des spécialisations médicales à l'heure actuelle ici à la faculté de médecine sont concernées. Donc il y a des parcours d'apprentissage pour les différents stades en fait, que ce soit les étudiants, mais également pour les médecins en cours de formation de spécialisation et pour les spécialistes formés. Ce sont ceux qui aiment le moins venir, ça c'est vrai, parce que c'est remettre un peu en question ses aptitudes, mais néanmoins c'est nécessaire. Et c'est autant des simulations qu'on va avoir sur des mannequins en guise de patients, que aussi apprendre par exemple comment apprendre un décès à la famille d'un patient. Oui, alors ce qui fascine les gens, en tout cas la vision que les gens ont de la simulation, c'est essentiellement la partie technique. C'est-à-dire, c'est des systèmes pour apprendre ce type de chirurgie qu'on voit à l'écran, de la chirurgie laparoscopique. C'est se former à l'utilisation de ces instruments particuliers, c'est développer des aptitudes techniques. Ça, c'est une toute petite partie de la simulation, parce qu'on sait qu'en fait, les incidents qui surviennent, par exemple, qui pourraient survenir lors de ce type de chirurgie, ne sont pas du tout ou très peu liés à la technique, en fait. Les chirurgiens qu'on va opèrent très bien, les laparoscopes marchent très bien. Ce qui marche moins bien, c'est que le chirurgien, quand il est en train d'opérer, il est interrompu dans sa tâche très régulièrement. Un coup de téléphone, l'anesthésiste qui parle, une série de choses qui font que son plan opératoire va être perturbé. Le festival Images et Santé, ça cruce dans leur salle. Ces questions qu'on pose, etc. Mais ce sont des éléments fondamentaux de fonctionnement d'équipe. Et à l'heure actuelle, il n'y a quasiment plus aucun soin de santé qui ne fonctionne pas avec une équipe. Un médecin et un malade, c'est déjà une équipe en fait. Et donc, améliorer la manière dont les gens fonctionnent en équipe, c'est ça qui permet de réduire le risque. Donc nous, on travaille énormément sur ces éléments non techniques. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller juste refaire un petit saut dans la salle du docteur Nervaux pour voir un peu où elle en est, puisqu'on a les images, mais pour qu'elle puisse nous faire un petit point sur la situation. Oui, alors donc on va peut-être se refaire un peu honnête. Donc vous avez vu qu'on avait sorti l'utérus par le vagin et que c'est important de le refermer. Donc voilà, c'est je pense que moi je vois flou, donc là c'est encore plus flou. Donc on a utilisé maintenant un fil tout simplement pour refermer le fond vaginal. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que c'est vrai que dans notre technique chirurgicale, on est parfois perturbé par des coups de fil, par différentes distractions. Donc voilà, donc ceci c'est le fond vaginal qui a démarré sa suture. Vous voyez, voilà, ici c'est la fameuse compresse avec le gant qui a été mis pour empêcher le gaz de s'extirper. Et vous voyez en fait que la fin du vagin est ici. Donc on continue la suture. Une fois que celle-ci sera terminée, on retirera bien évidemment le gant. La patiente a pour l'instant une sonde urinaire qu'on lui ôtera également dans les prochaines heures en fonction de son évolution. Et puis l'intervention sera terminée. Par rapport au fil que vous utilisez, est-ce que c'est du fil qui est résorbable? Est-ce que vous allez devoir retirer les poids de suture par la suite?
Non, non, fort heureusement, pauvre femme. C'est du fil résorbable. Donc, ça veut dire que on a différents types de fils. Hein. Alors ça, c'est un peu je veux dire un tout petit peu les habitudes des chirurgiens, les nouveaux fils qui sont venus sur le marché. Ceci, c'est un fil qu'on appelle le Velox. C'est un fil qui est résorbable d'une part, qui a comme caractéristique en fait d'avoir des petites dents, donc un peu comme des petites écailles, et qui a tendance, enfin qui n'a pas tendance, dont la particularité est de fermer le tissu et de ne pas avoir de retour en arrière. Parfois, on utilise du fil qui est beaucoup plus lisse et donc il faut le maintenir pour qu'il puisse garder la tension du tissu. Ici, ça n'est pas le cas. Il va d'emblée prendre sa position et ne plus se lâcher si jamais on le laisse un peu plus libre. Et généralement, il faut compter au moins 90 jours pour que ça cicatrise. Tu peux lâcher, s'il te plaît, merci. 90 jours pour que ça cicatrise. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une réaction inflammatoire de la patiente. Vous avez des allergies spécifiques. Parfois, on rencontre des patientes qui sont allergiques au fil, mais qui ne le savaient pas. Et donc voilà, ça peut arriver. Donc ici, vous voyez qu'on est vraiment à l'angle vaginal. On remet également encore un point de sécurité parce que les lâchages ont tendance à apparaître vraiment à ces endroits-là. Et puis, on revient un peu sur nos pas et on sectionne le tissu, le fil à sa base. Je vais vous laisser continuer à recoudre, mais je reste toujours dans votre salle et je me retourne près de mon invité pour lui reposer encore quelques questions, si vous voulez bien. Bien sûr, merci. On a parlé du centre Smile. Oui. On sait maintenant que même quand on est médecin diplômé ou chirurgien diplômé, on peut retourner dans le centre et parfois on doit retourner dans le centre. Oui. C'est un plaisir de venir de toute manière. J'espère bien. Maintenant, j'aimerais savoir ce qui se passe dans les urgences. En tant que chef c'est une grande question, ça, oui. Je suppose qu'on voit vraiment de tout. On voit de tout. Oui. Et est-ce que finalement, dans un hôpital universitaire, c'est des urgences particulières, par exemple ? Donc c'est des urgences particulières dans un hôpital académique et universitaire. D'abord parce que c'est un hôpital tertiaire et donc on a une typologie de patients qui sont admis chez nous qui sont plus sévères, puisqu'on va avoir toute la pathologie cardiovasculaire, neurologique, neurochirurgicale, les greffés, toute la pathologie oncologique. Donc ça veut dire que même si on peut comparer les services d'urgence en fonction du nombre de patients qui sont admis, le type de patients qui sont admis et la charge de travail que ça impose et les compétences que cela impose pour les prendre en charge sont différents. Donc ça, c'est une des particularités de notre service d'urgence, c'est que c'est un service tertiaire. L'autre particularité, c'est que c'est un service académique, donc qui va donner une priorité assez importante à la formation, d'où les liens avec la simulation en partie, et à la recherche. Donc il y a toute une série d'éléments qu'on a mis en place pour assurer de la recherche sur différentes thématiques. Et parfois avec des liens effectivement avec la simulation, puisque on a transféré des techniques qu'on utilisait en simulation pour la technique que l'on utilise principalement pour ancrer l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le débriefing, donc après le scénario, etc. À un moment donné, on s'est dit pourquoi pas le faire avec des situations réelles. Et ça, c'est apparu pendant la période Covid, à vrai dire. Pendant la période Covid, les gens s'en souviennent moins maintenant, mais ça fait 5 ans, on avait une quantité d'informations à traiter au quotidien et d'adaptations par rapport à plein de choses qui ont fait qu'on s'est dit à un moment donné, il faut absolument qu'au jour le jour, on puisse voir les équipes de manière courte pour pouvoir apprendre d'elles ce qui se passe et pouvoir réagir en circuit court. Et donc on a mis en place, c'était avec des collègues new-yorkais d'ailleurs à l'époque, ces techniques de débriefing clinique qui nous ont permis de glaner une quantité d'informations, puis on a travaillé sur la manière de traiter ces informations dans un système de leadership et de communication finalement à double courant. Et donc ça, c'est effectivement ce qui caractérise un peu
peu les services d'urgence académiques, et en particulier Liège, où on a été connu pour ces techniques de débriefing qu'on a mis en place durant la période Covid, et puis qu'on a fait perdurer après, parce qu'on s'est rendu compte que ça apportait énormément de choses. Donc les urgences, c'est l'accueil de l'alpha et de l'oméga de la médecine. C'est-à-dire, il y a les patients qui ont des choses relativement simples, peut-être pas très aiguës, ou qui ne menacent pas la vie, mais qui n'ont pas d'accès aux soins primaires. Si en descendant de l'estrade, vous tordez la cheville et que vous suspectez que vous avez une fracture, parce que la cheville est très gonflée, il n'y a pas d'autre réponse à l'heure actuelle. Si vous contactez votre médecin traitant, il faudra avoir un rendez-vous, lui-même doit prendre un rendez-vous pour faire une imagerie, tout ça prend du temps. Donc on a ces patients-là, et il est important qu'ils soient bien pris en charge. Mais d'un autre côté, on a aussi le polytraumatisé sévère qui est amené par l'hélicoptère, et pour lequel il faut assurer une prise en charge pluridisciplinaire, complexe, et des techniques complexes de la même manière. On installe parfois, et assez régulièrement d'ailleurs, ce qu'on appelle des systèmes de circulation extracorporelle, ce qu'on appelle une ECMO, chez quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. Le cœur, malheureusement, a du mal à repartir. On est dans des délais très précoces. Eh bien, on va lui mettre, si vous voulez, un cœur-poumon artificiel. Mais il faut faire ça en 10 minutes, quoi. Donc il faut des chirurgiens, il faut des anesthésistes, il faut des urgentistes, il faut des intensivistes. Et tout ça, c'est une espèce de chorégraphie absolument complexe à laquelle on doit s'entraîner. Et ça vous arrive fréquemment d'avoir des patients qui sont héliportés Alors forcément, puisque le SMUR héliporté de Bras-sur-Lienne est un SMUR de l'hôpital, en fait. C'est une situation un peu particulière, il est expérimental, il est basé à Bras-sur-Lienne, et donc nous sommes leur point de référence d'une part, et d'autre part, en ce qui concerne la zone d'intervention de l'hélico, le premier hôpital qu'il trouve sur sa route, c'est nous. Oui. Donc on reçoit énormément de patients de l'hélico. C'est d'ailleurs une partie de nos médecins qui travaillent là-bas, et en tout cas la direction médicale est assurée par un médecin de mon service, le docteur Betts, à l'heure actuelle, et donc c'est aussi une médecine d'urgence très très particulière. Le service d'urgence gère les urgences qui viennent, mais aussi toute la partie préhospitalière avec des soins paramédicaux, des services mobiles d'urgence et un hélicoptère. Donc ça mais c'est pas gai. C'est très intéressant au point de vue de la médecine et au point de vue de l'application d'une médecine sur le terrain. Et comment est-ce qu'on arrive à former les étudiants quand c'est de l'urgence? En simulation. Comment est-ce qu'on arrive à former les étudiants? Oui, non, mais c'est un service particulier finalement. C'est qu'on n'a pas forcément le temps de réfléchir. Alors ça c'est vraiment la vision qu'ont les gens, c'est ça. Mais c'est la vision des feuilletons américains peut-être. Oui, mais non. Justement, ça demande une formation particulière au processus de prise de décision. Et au processus de prise de décision dans un contexte de stress, ça c'est vrai, et de stress temporel également. C'est-à-dire qu'il faut prendre un certain nombre de décisions rapidement et qu'elles soient sensées. Il y a aussi une nécessité de justice distributive. Les médecins urgentistes ne soignent pas un malade à la fois, c'est très rare, sauf celui qui travaille dans la salle de déchocage, mais tous les autres soignent 4, 5, 6, 7 malades en même temps. Donc il faut être comme les types qui font tourner des assiettes, là il faut en permanence regarder, etc. et prendre la bonne décision. Alors forcément on ne prend pas toujours la bonne décision, et nous ça nous intéresse de travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la décision qu'on a prise à ce moment-là, qui semblait être la bonne décision, en fait, quelle trame cognitive a fait qu'on prenait cette décision, et comment en fait faire que le système s'améliore. J'ai encore une petite dernière question pour vous, parce que vous avez parlé du Covid. Oui. Est-ce qu'on est prêt à se prendre un tsunami de patients comme ça Je suis obligé de répondre non. La réponse est non. On a eu cet hiver d'ailleurs une crise sanitaire quand même assez importante dans les services d'urgence. C'était un virus, la conjonction de différents phénomènes. Un virus de la grippe plus virulent, c'est-à-dire associé à plus de pathologies associées, donc des infarctus, des myocardites, etc. Et la fragilité du système est très importante parce qu'on n'a toujours pas retrouvé finalement
la même force de travail que ce qu'on avait avant. Il y a beaucoup d'infirmières qui ont quitté les soins, il y a encore un certain nombre de lits qui sont fermés. Et en termes de planification, même si je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours par rapport à ça, j'ai pas l'impression qu'on ait énormément progressé. Mais c'est pareil au niveau européen de manière générale. La manière de gérer un afflux de victimes, qui ne sera peut-être pas un problème viral. Hein. On a appelé chez le docteur Nervo. On connaît les problèmes géopolitiques, ce sera peut-être plutôt qu'elle puisse terminer des militaires. Mais restez avec moi, on reprend. Je reste avec vous toujours. Peut-être pas toujours. Non, j'imagine. Docteur Nervo, on est avec vous. Oui, voilà, donc c'est très rapide, c'est simplement, désolé de vous interrompre, simplement pour dire qu'on avez a bien terminé fait. l'intervention. Voici le vagin qui est fermé complètement. Donc on va simplement retirer maintenant les trocars. Et puis on suture les petites incisions, donc toujours retirer les trocars sous contrôle visuel. Voilà, on va dégonfler donc le ventre de la patiente et puis elle va retourner après son réveil gentiment en chambre. Voilà. On avait une question pour vous, Oui. encore une petite question. Est-ce que ça augmente les risques de prolapsus? Alors ça, c'est la grande question. Pendant tout un temps, on a dit que l'hystérectomie pouvait générer du prolapsus. Quand vous fermez la paroi vaginale, il est toujours important d'aller bien prendre les ligaments utérosacrés pour refermer, si vous voulez, toutes ces structures. À nouveau, ça ne va pas l'empêcher, ça ne va pas l'induire non plus. Souvent, les hystérectomies surviennent chez des patientes qui ont eu d'autres antécédents qui pourraient expliquer un prolapsus. Maintenant, je conseille toujours aux patientes qui ont eu une hystérectomie de réaliser après une kiné périnéale comme après un accouchement pour bien remuscler le plancher pelvien, mais ça n'est pas inducteur de prolapsus. Ça ne l'empêche pas, mais ce n'est pas inducteur. Merci beaucoup, docteur Nervo. Merci à vous.